250 mètres de haies en tuya. Voilà. Quoi faire à cet endroit-là, puisque c'est vraiment un espace qui est perdu hein, pour l'entretien. Du coup les ronces s'y foutent et ainsi de suite, et du coup c'est un problème parce que ces messieurs, les tuyas, ne supportent pas grand chose, et une fois qu'ils sont étouffés par les ronces, c'est ce qui s'est passé plus haut, il y a tout qui crève. Et du coup on a la visibilité, la mitoyenneté qui est plus assurée, et l'intimité qui est plus assurée. D'autant plus qu'ils ont eu l'excellente idée du côté Néaster, merveilleux. Et surtout sur cette partie basse là. Et on a un peu trop laissé filer au départ, on avait beaucoup de choses à faire ailleurs. Donc on a taillé la haie au taille-haie à la sortie d'hiver là, pour s'apercevoir qu'il y avait du côté Néaster. Je les avais déjà bien plus ou moins remarqués, mais je pensais pas qu'il y en avait autant. En fait c'est 3 pieds de côté Néaster ici pour un pied de tuya. Et le problème du côté Néaster, c'est que ça a marcoté partout quoi. Voilà, sur plus d'1 mètre là, ça a marcoté. Donc on a utilisé la taille du tuya non broyée, brute comme ça, pour pailler des zones de culture, de petits fruits, et ainsi de suite. Donc ça va bien hein, le tuya. Je pense que broyer ça peut être un problème à cause des terpènes, mais je pense que utiliser juste les tailles, c'est pas un problème, je pense pas. Je l'avais déjà fait à plusieurs endroits, j'avais fait des tests, et ma foi, il s'est rien passé en fait. Voilà. Enfin de catastrophique. En tout cas, les plantes que j'avais mis, ça ont bien poussé et ça a fait son travail de couvre-sol, et ça se décompose très bien. Et ça sent très bon en plus. Quand le soleil tape dessus, là en ce moment, il y a des endroits ça sent vraiment très bon. Par contre, cette saloperie là, le côté Néaster, alors il y a 2 ans, j'en avais taillé un petit peu sur la partie haute. Et je m'étais dit, si je balance ça vraiment sous un paillage épais, il y avait des feuilles, il y avait des restes du foin, du potager, ainsi de suite. Il va crever et puis il se décomposera, et puis voilà, ce ne sera pas un végétal à traiter spécialement, voire à évacuer en déchetterie. Et au printemps, j'ai commencé à voir sortir du paillage plein de petites têtes vertes comme ça. Donc j'ai ouvert. Et donc cette saloperie là s'était mis à marcoter. Franchement il y avait une racine tous les 5 mm. Donc j'ai dû réouvrir tout le paillage pour tout retrier et ainsi de suite. Je sais pas, on n'a pas de broyeur, hein. Je trouve que le broyeur c'est vraiment du temps perdu, et bon bref, le broyeur tel qu'on peut l'avoir en tant que particulier. Je dis pas les gros, effectivement ça fait vraiment un boulot différemment. Mais je suis même pas sûr que 1 centimètre de côté Néaster ça réussisse pas à rebouturer. Donc Méphisto avec cette saloperie, parce que ça par contre ça peut vite devenir ultra envahissant. Ultra envahissant. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a des marcottes partout, des marcottes un peu costauds. Là j'ai vraiment joué le con, j'ai pas fait attention du tout. Donc voilà, que faire de cet espace et comment régler le problème des marcottes du côté de Néaster. Un peu plus haut sur la haie, donc il y en a un peu moins ici parce que la haie de tuya est plus dense. Alors est-ce qu'il y a eu un problème à un moment, est-ce qu'il y a des arbres qui ont crevé, ou est-ce qu'ils se sont dit sur le fond du terrain on va plus les espacer, est-ce qu'ils n'avaient pas les moyens, tout ça. Pourtant ces saloperies là ça se vendait 3 francs 6 sous à l'époque, ça se vend toujours 3 francs 6 sous. D'ailleurs au passage je comprends pas que ce soit toujours autorisé à la vente dans les jardineries, bref Donc on voit encore là du marcotage de côté Néaster. Bon après c'est intéressant, en fait au début j'avais pas trop taillé parce que
j'avais remarqué qu'il poussait du hou, il y avait des chênes qui poussaient dedans et ainsi de suite. Mais en fait je me suis rendu compte que je perdais, là j'ai gagné 1 mètre. Peut-être pas 1 mètre, mais c'est pas loin, 80 cm, au moins 50 cm, et sur 250 mètres de haie au sol, je vous laisse faire le calcul de la surface que ça fait. On a un peu respiré quand on l'a enlevé, parce que ça nous a, mine de rien, agrandi le terrain, en tout cas l'espace, hein, pas le terrain proprement parce qu'il est relativement grand, mais l'espace. Et donc l'idée c'est gérer, là maintenant, gérer les côtés monastères. Donc en gros c'est débroussailleuse ou tondeuse, il n'y a pas trop d'alternative, à moins de tout arracher méthodiquement, mais comme je le disais plus tôt, la moindre merdouillette suffit à ce que ça reparte. Donc l'idée, je me suis dit, je vais tondre. Déjà, ça c'est sûr, et pourquoi pas bâcher. Bâcher, plastique, noir. Donc de la récup de bâche agricole. Je pense que je vais aller voir le voisin paysan ou voir sur le bon coin si je trouve ce qu'il faut. Donc c'est juste des bandes de 1 mètre en fait à placer. Après avoir tendu au moins, je sais pas, je dirais 1 an, voire peut-être 2, histoire que le côté néaster crève et pouvoir s'en débarrasser. Et dans la foulée, je me suis dit mais pourquoi j'y mettrais pas des cultures? Surtout que cette haie, elle est plein sud. Donc c'est l'espace le plus au sud de notre terrain qui est protégé du sud par la noisetaie qui est derrière là-bas. Donc cette partie-là du terrain, plein sud, est la partie la mieux éclairée, la mieux chauffée, Et je me suis demandé ce que je pourrais y mettre comme plante, tout simplement, comme légumière. Alors il ne faut pas que ce soit une plantation pérenne, type petits fruits, tout ça, parce que du coup il va y avoir quand même l'entretien de la haie à faire tous les 2-3 ans, une taille tous les 2-3 ans. Donc des petits fruits ça va être compliqué. Quand on taille, on met une bâche dessous et on récupère directement la taille pour la déplacer sur les zones de paillage. Et je me suis dit, qu'est-ce qui aime la chaleur? Les tomates. Pourquoi ne pas y mettre les tomates et se servir de la haie comme tuteur? Donc on remarque qu'il y a vraiment plusieurs effets de bordure. Je me recule un peu. Il y a plusieurs effets de bordure sur cette haie. Donc il y a vraiment une zone qui est fertile à 50 cm des pieds. Et une zone qui est plus ou moins cramée. Il n'y a pas grand chose qui pousse, il n'y a même quasiment rien qui pousse, hormis je vois du lierre, peut-être quelques laitues vireuses, des ronces. Alors est-ce que c'est l'acidité provoquée par la pousse du résineux, hein, parce que c'est pas les branches qui sont acides, qui acidifie le sol sur les résineux, c'est la manière dont se nourrit le résineux qui acidifie le sol. C'est une façon pour lui d'empêcher d'autres végétaux d'entrer en concurrence. Et donc alors est-ce que c'est un rapport de cause à effet, ça ne saurait pas dire. Mais en tout cas ce qu'on remarque c'est que c'est cramé dessous, bien que là par exemple il y a une aubépine qui pousse, que j'ai taillée, je ne me rappelle plus si qui a été taillée au taille-haie, mais qui ne devait pas sortir, mais je vois le pied là-bas, il est plutôt conséquent, donc ça n'empêche quand même pas des végétaux de pousser dedans. En tout cas le pied il est quasiment au même endroit que le pied d'aubépine est au même endroit quasiment que les pieds de thuya, donc c'est pas non plus
catastrophique. Par contre, ce qu'on remarque bien là, bon, il a beaucoup plu, hein, comme vous le savez tous, et on en prend plein la gueule. Par contre, ce qu'on remarque bien, c'est que là, ici, c'est sec. C'est sec, mais la terre est vraiment grumeleuse et fraîche. Alors, est-ce que c'est la même en été? Ça, je ne saurais pas dire. D'ailleurs, ce qui est étonnant, quand je vois ça, en fait, on est sur un terrain limono-argileux ici. Et là-dessous, ça a vraiment un aspect sableux. On n'a pas du tout de sable, très très peu. Et c'est très étonnant, on a vraiment une sensation de sableux, ce qui n'est pas le cas. Donc là, c'est frais. Et dès qu'on passe la zone où là, par contre, il y a vraiment cet effet de bordure, là, la terre est vraiment humide. Alors, est-ce que... il n'y a pas de différence de couleur. Il y a une couche d'humus qui est un peu plus importante sur le dessus, mais dû au couvert végétal. Ah, et là, c'est grumeleux, c'est beau. Hein. Alors, on a des sols super profonds ici. De fait, voilà, là, il y a les vers de terre, et ainsi de suite. Je pense pas que là, il y a de vers de terre ici. C'est trop sec, je pense. Ouais. Donc ça tombe bien puisque cette zone humide qui doit fonctionner par capillarité de toute façon à la saison plus sèche, cette bordure doit être toujours à peu près au même endroit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment à l'aplomb de la haie. Donc ça veut dire que si je mets mon pied de tomate ici. Là je suis à peu près à l'aplomb de la haie. Du coup il y a plusieurs questions qui se posent. C'est déjà est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité d'association entre le tuya et le pied de tomate. Je pense pas, hein, quand on voit, enfin c'est pas une solanacée du coup, mais quand je vois l'aubépine qui pousse, là je me dis que c'est jouable en fait. Enfin, en tout cas, certains végétaux acceptent de pousser carrément dedans en fait. Hein, là on le voit, enfin, je ne dirais peut-être pas, mais là on voit vraiment l'aubépine, elle pousse dans le tuya, donc c'est à dire que le tuya tolère quand même certaines plantes. L'autre chose aussi, c'est que le pied de tomate va pousser que d'un côté, puisque là il n'aura pas accès à la lumière de ce côté-là. Donc en fait, comme le long d'un mur en quelque sorte. Donc je vais aller regarder, du coup j'ai pas regardé, mais je vais aller regarder si il y a de la donnée là-dessus sur du palissage vraiment le long d'un mur pour les pieds de tomate. J'imagine que ça se fait pour d'autres plantes, je vois pas pourquoi. Et le troisième point, c'est la ventilation. Donc, du coup, il sera ventilé de manière normale en face, enfin, côté extérieur. Mais par contre, hormis vraiment un courant d'air puissant qui arriverait de l'autre côté de la haie, il va y avoir une stagnation ici de l'air. Enfin, l'air passera beaucoup moins, donc c'est-à-dire qu'ils sont moins ventilés de l'arrière. Et je vois que ça, après vraiment il y a toutes les baguettes là qui sont vraiment parfaites pour attacher les pieds de tomate. Et se pose la question aussi de l'espacement. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un pied tous les 50 en fait? Ils vont se toucher un petit peu. Tout dépend si c'est des ports déterminés ou pas, mais bon, déjà ça peut monter assez haut, mais est-ce qu'on peut pas mettre un pied tous les 50 en fait? Je trouverais ça logique, en fait, faire vraiment un mur, une haie de tomates.
Donc ça c'est les semis de tomates qui ont été faits il y a 2-3 semaines maintenant. Donc on est dans la petite serre, hein, non chauffée. Donc ça a été repiqué déjà une fois. Et ben ça galère un peu parce que ça manque de lumière en fait, hein. Bon, les plants sont beaux, mais ça a une tendance un peu à monter. Après je pense que je vais les déplacer parce que je pense pas que ce soit la zone la plus lumineuse de la serre ici. Donc je vais les mettre derrière, côté nord du coup, parce qu'on commence à avoir de la végétation qui pousse de l'autre côté. C'est un noisetier qui pousse, là je veux le garder pour protéger un peu du soleil après qu'on soit sorti des périodes de semis, pour protéger un peu des UV. Au passage, la serre, donc c'est du polyane de serre, hein, le polyane jaune, la traité anti-UV. Mais la serre, moi je la couvre toujours avec une vieille bâche opaque l'été pour la protéger des UV justement et éviter qu'elle crame trop vite, puisque de toute façon on n'y fait plus de culture ici l'été, puisqu'il y fait beaucoup trop chaud en fait. C'est vraiment, même avec un voile au pacifiant, un ombrage plastique, le volume est trop petit je pense, et il monte trop, enfin ça monte à 45-50, même avec la bâche opaque posée par dessus, ça monte quand même à des températures extrêmes, donc c'est ingérable au niveau des cultures, donc on n'y fait rien. Donc pour protéger le polyane de la bâche, je la couvre je la couvre en été. Donc là, toute cette série là de pots, c'est 5 rangées, c'est des graines de tomates qui viennent de chez Sativa en Belgique. Donc c'est des graines, des semences que j'ai produites moi-même des plants de l'année dernière, des tomates de l'année dernière. L'année dernière ça a été une vraie catastrophe. Ici en Haute-Vienne, on a eu de la flotte en permanence, donc j'ai pas de bâche, j'ai pas de serre de culture au potager. Et tout a chopé le mildiou, tout, enfin sous sa limite, ça a pourri sur place, les patates, tout ça. Bon, ça a été une année annus horribilis, à tel point que début septembre, j'ai tout arraché et j'ai couvert de foin en attendant que ça reparte, enfin pour pouvoir refaire une saison cette année, quoi. J'ai rien pu garder, tout a cramé. Donc c'est un hybride non fin qui est donné pour être résistante, plus tolérante au mildiou, et effectivement comparé aux espèces traditionnelles, mes propres graines que je fais d'habitude, celles-ci ont vraiment bien résisté, n'ont quasiment pas été malades et ont fait des fruits. Donc ça, ce sont les graines de ces fruits là que j'ai récoltés l'année dernière. Dans le lot, alors parce que j'avais fait, je continue de faire certaines des variétés de ma grainothèque pour pouvoir conserver les variétés, tout simplement les variétés qu'on aime bien. Et dans le lot, alors je sais toujours pas dire, j'attends que ça pousse un peu, voir la forme des feuilles. Dans le lot, il y avait ce pied là, qui a priori n'était pas de la sativa, je sais pas si je me suis emmêlé les pinceaux ou pas, mais qui avait vraiment une forme de feuilles différente quand ils étaient grands, et qui a aussi très bien résisté. Donc ça, c'est des petites tomates rouges classiques, on va dire, hein. C'est rien d'exceptionnel, mais c'est résistant, plus tolérant au mildiou. Ici on a des Daterino. C'est une variété italienne du sud de l'Italie qu'un ami m'a passé il y a plus de 10 ans. Et en fait c'est des tomates grappes, donc ça fait des grosses olives rouges
avec un téton et ça fait des grappes. Et elle est très intéressante. Je crois que me rappeler que c'était vraiment une très ancienne variété. Ici on a des petites tomates jaunes poire pour l'apéro. Ici pareil, des tomates jaunes. Donc là j'ai réussi à faire quelques fruits et j'ai ressemé des graines qui dataient déjà d'il y a 2-3 ans. Donc tomates jaunes. Et là quelques cœurs de bœuf. Voilà. Pour tester. Voilà. Là ça c'est du porc, la jaune et la cœur de bœuf c'est du porc indéterminé de maraîcher qu'on a récolté quand on était avant. Où on était avant, le maraîcher faisait des succulentes tomates, il était vraiment très très bon. Et donc ça c'est du porc indéterminé, donc ça peut monter vraiment haut. Celle-ci je sais pas en fait, je me rappelle plus l'avoir lu ou pas. Donc voilà, place nette. Du coup j'ai commencé par tondre très haut au départ. Vous ne l'avez sûrement pas vu à la vidéo, mais il y a beaucoup de petites grenouilles rousses, la grenouille des prés en ce moment, donc, qui ont pu s'échapper de chaque côté. Et ensuite je suis passé bas, histoire de couper les chicots de coténéaster et puis des autres ligneuses qui avaient poussé, notamment là je vois du noisetier et ainsi de suite, en tout cas pour pas que ça transperce la bâche. Donc là maintenant la question c'est ça. Est-ce que je mets 1 mètre? Est-ce que je mets 80 ou 60? En fait là-bas au fond 1 mètre c'est nécessaire puisque j'ai des pousses de coténéaster, c'est là-bas que ça a le plus poussé. Et donc là-bas j'ai vraiment besoin d'1 mètre, 1 mètre de large pour vraiment, ce qui était l'idée première, c'est étouffer le coténéaster. Je pense que je vais mettre 1 mètre. Ça me laisse le passage sur le côté où je vais pouvoir entretenir, quand même continuer de passer la tondeuse. Je serai pas trop près non plus de la haie. Voilà, la question que je suis en train de me poser c'est est-ce que j'aurais pas intérêt à trouver de la bâche tissée, ne serait-ce que pour laisser passer l'eau, parce que l'inconvénient de la bâche noire paysanne c'est que c'est perméable, imperméable à l'eau, et que du coup ça veut dire que j'aurai vraiment cette zone qui va se retrouver sans apport de flotte. Et le but n'est pas non plus de faire crever la haie, donc faut trouver un compromis. Donc j'ai une coopérative agricole pas loin d'ici, je pense que je vais lui faire un tour, voir ce que je peux trouver. Parce qu'entre temps j'ai regardé sur le bon coin et j'ai rien trouvé de probant, enfin de merdouillettes, mais rien de probant. Et ce qu'on me propose à la ferme là-haut, c'est pas non plus... j'aurais beaucoup de déchets et c'est moi qui serais obligé d'aller les recycler après, donc je pense pas que j'y gagnerais beaucoup.
Donc peut-être que l'idéal ce serait de la bâche tissée, le moins cher c'est en 2 mètres, hein, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est à 3 euros, 2,50 €, 3 €, je sais plus exactement, je me rappelle plus les 2 mètres carrés. Donc là ça veut dire que j'en aurais pour un gros 50 balles, une trentaine de mètres, parce que là il y a une trentaine de mètres à peu près. Ouais, donc je vais voir ça cet après-midi. En tout cas là c'est propre. Je vais pouvoir pailler, plastifier, bâcher plastique. Et c'est beau dessous. Voilà, il y a de la matière, il y a du... Donc je ne vais pas faire d'apport. Je vais tester comme ça directement. Et le deuxième avantage, le deuxième ou troisième avantage même de mettre une bâche tissée, déjà il y a un aspect esthétique, parce qu'on est quand même dans un jardin d'ornement ici, nourricier mais d'ornement aussi, l'esthétique c'est important. Et il faut dire ce qui est, la bâche noire c'est pas beau, quoi, c'est crade. Et donc un aspect esthétique et en plus une pérennité, parce que du coup je suis en train de me dire que bah ouais, finalement ça serait bien que ce soit pérenne en fait cette zone de culture. Je vois pas pourquoi du coup le travail qui va être fait, le billet que je vais dépenser pour acheter de la bâche tissée, fabriquer les agrafes et ainsi de suite, voilà, pour tenir la bâche, la tondeuse, machin, tout ça, pourquoi je pérenniserais pas cet espace de culture qui, ma foi, est plutôt pas mal, hein, en fait. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai cédé aux sirènes du plastique. Ce que j'avais trouvé sur le bon coin, c'était pas satisfaisant. Le paysan, il pouvait me passer du polyane de bâche là, dans le silage, qui était très fin, qui était déjà un peu cassant, donc j'ai préféré ne pas le prendre, et en plus je me suis retrouvé à recycler au moins la moitié de ce qu'il me donnait, donc faire un tour à la déchetterie, Donc je suis allé dans la petite ville qui est à 10 minutes d'ici. Donc il y a deux surfaces, grandes surfaces, Brico, Jardino, supermarché, et une petite coopérative agricole, comme je vous le disais tout à l'heure. Et sans surprise, la coopérative agricole était la moins chère, et en plus on a un service correct par des gens qui sont là à l'année, qui vous connaissent, donc il y a une relation, on peut discuter avec eux et ils connaissent leurs produits. Donc préférez des intermédiaires qui connaissent leurs produits et qui en plus font des prix plus proches que ceux des agriculteurs, bien que ce ne soit pas les prix. Je pense que j'ai acheté 2 fois plus cher que peut l'acheter un maraîcher ou un pépiniériste quand il achète des rouleaux de 50 mètres ou 100 mètres. Donc ça c'est de la bâche tissée 90 grammes. Donc ça fait du 2,10 par 15 mètres. Donc du coup je viens de la couper, ça me fait 60 mètres par 2,10. Donc là j'en ai eu pour 62 €. Et ensuite à comparer au prix
pour la même longueur, j'en avais pour 110 € en grande surface, juste la bâche sans les agrafes. Et du coup, c'était le budget que je m'étais donné à peu près, donc j'ai pris une centaine d'agrafes pour 32 €, 33 €. Tant qu'à faire, ça m'évite d'avoir à aller acheter du fer à béton, de tordre le fer à béton. En fait, il faut savoir de temps en temps. Alors effectivement, oui, c'est pas donné dans l'absolu, ça fait 32 centimes la ferraille, la grafe, mais le temps passé, il est gagné en fait. Et du coup, en plus, c'est produit dans le 85. Donc en plus, ça arrive, c'est local entre guillemets, ça a pris le poids lourd, hein, clairement, mais bon. En plus, c'est du local. Bref. Donc tout compris, j'en ai pour 95 € pour 2 fois 15 mètres carrés, donc 30 mètres carrés. Et donc l'idée, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que du coup, ça c'est pérenne en fait. Ça c'est increvable, hein. Bon, elle va charger un peu parce que elle va être en plein cagnard quand même, et ainsi de suite. Mais il y a une notion d'esthétique. Déjà, c'est plus sympa que de la bâche noire. Et en plus, il y a un vrai côté pérenne sur ces bâches tissées. Du coup, j'ai du rab de bâche, j'ai 4 mètres de rab à peu près. Et j'en ai profité pour raser cette zone là-bas. Donc là, c'est une autre saloperie, c'est le pommier du Japon, ou faux pommier du Japon, bref. Donc il pousse, peut-être je vous le montrerai, qui pousse, je ne sais pas s'il était dans la haie ou s'il a été planté là. Alors c'est un arbre qui est pas qui est pas chiant dans l'absolu. Je crois savoir qu'il y a une variété qui est comestible. Alors je sais pas si c'est l'ornemental, s'il y a plusieurs cultivars ou quoi, bref. Les deux principaux problèmes de cette plante, hormis le fait qu'au printemps c'est magnifique, hein, ça fleurit, c'est les premières fleurs, elles sont d'un rose plastique magnifique, donc là-dessus il n'y a pas de souci, ça remplit sa fonction. Par contre, les deux gros défauts, c'est que c'est traçant, donc vous le laissez faire, il y a une tige qui ressort tous les 10 cm, donc ça fait 100 tiges au mètre carré. Et deux, quelque chose que les gens connaissent pas beaucoup, mais c'est que
comme l'aubépine d'ailleurs, hein, les épines du faux pommier du Japon, hébergent des bactéries qui sont extrêmement agressives. Donc ceux qui en ont taillé, qui se sont fait piquer ou érafler la peau le savent bien. En fait, instantanément, ça s'infecte. Donc ça, c'est les bactéries qui sont hébergées. Alors, est-ce que c'est une symbiose pour avoir une défense supplémentaire en plus des épines? Sans doute, probablement. En fait, ça fait comme un bleu. En fait, au bout de 2 jours, on a l'impression d'avoir un bleu de cette taille-là sur la partie qui s'est fait piquer. Bref. Donc il me reste de la bâche, je vais en profiter pour pailler jusqu'au bout là-bas. En plus ça me permettra d'accéder au néflier qui est au fond là-bas, auquel je n'avais pas forcément accès. Voilà, donc c'est d'une pierre deux coups, c'est pas mal. Donc, je vais faire un bon ourlet. Un ourlet de 30 à peu près. Alors j'en ai jamais posé de cette façon là, enfin je me faisais toujours mes agrafes perso. Même pas besoin de marteau, comme vous pouvez le voir, j'ai de la chance. Voilà. Donc, je pense que je vais poser 2 agrafes ici, je vais aller au bout de la première section de 14 mètres du coup, donc là j'ai 28 mètres. 28, 40, 8 et 8, 16, ça me fait 56 pieds. Si j'en mets un, si je mets un pied tous les 50, ça me fait 56 pieds. Et en fait, du coup, donc c'est des sessions de 15 là. Donc si je me mets là, c'est-à-dire que la zone sèche humide est à peu près par là. Donc c'est bien ça, à 30 je suis à l'aplomb de la haie, à peu près partout. Mais par contre je suis en train de me rendre compte que 15, 30, 60, il va me rester ces 60 là que je vais pouvoir exploiter en fait. Que je vais pouvoir exploiter. Donc je sais pas encore ce que je vais y mettre. Est-ce que je mets des pieds de tomates en quinconce vraiment? Non, parce que du coup comme ils vont monter, ils vont faire de l'ombre à ceux qui seront là, donc c'est pas intéressant. Donc là peut-être opter pour une strate basse à cet endroit là. Bon, nous voilà rattrapés par la météo. Les sunglasses sont pas loin de fait, hein, donc il fait encore frais. Et puis encore une fois cette année on a des pluies conséquentes. Donc de toute façon il est hors de question de mettre par un temps pareil les pieds de tomates. Autant qu'ils restent un peu au frais mais au sec. Dans la serre froide. Donc je vais clôturer ici cette première session sur cet itinéraire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous-même vous avez déjà
pratiquer cette façon de cultiver. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve, je pense, dans un mois pour ce sujet en particulier. Après les plantations, on croise les doigts, on espère, pour voir où ça en est. Je vous souhaite une bonne fin de printemps et un bon début d'été.